abusivement, devrait-on souligner, appliquée pour criminaliser les auteurs du référendum sur l'indépendance du 1er octobre. Le président élu de la Generalitat de Catalogne, Carles Puigdemont, ainsi que les membres du gouvernement régional de la Catalogne, dont 4 ministres, parmi eux le vice-président Junqueras, ont été emprisonnés et mis en détention provisoire. Donc, le président Carles Puigdemont, contre lequel le gouvernement espagnol avait également lancé un mandat d'arrêt, a été contraint à l'exil en Belgique, où il continue d'exercer symboliquement ses fonctions, mais il ne peut pas plus les exercer. Donc, même pas à partir de la distance, il a fait ça dans un premier temps. Bon, mais évidemment, tout a été fait au cours d'une interprétation assez discutable et assez restrictive et unilatérale des dispositions de la Constitution espagnole de 1978, qui avait été adoptée 2 ans seulement après la mort de Franco. Donc, j'estime évidemment en effet que la spécificité du combat du mouvement catalan pour l'indépendance est qu'il n'est pas, comme cela est malheureusement souvent présenté dans la presse française et européenne, que ce n'est pas exclusivement réductible à un combat nationaliste ou identitaire pour l'indépendance nationale, mais qu'il comporte aussi, et c'est là l'essentiel, une autre dimension d'émancipation. Et comme justement l'a bien souligné notre ami Hervé Andrés, cette aspiration à l'émancipation du peuple catalan prend en partie la forme, bien sûr, et prend en partie la forme d'un nationalisme ancien, l'affirmation de la langue, de sa culture, de ses institutions autonomes et démocratiques. Mais par ailleurs aussi, la revendication d'émancipation du peuple catalan est aussi porteuse d'autres aspirations, peut-être plus révolutionnaires, dans le sens où elle porte quelque chose de nouveau, de nouvelles pratiques, à même de relever de nouveaux défis, par exemple dans le cadre de l'invention d'une démocratie participative renouvelée. Et c'est bien l'aspiration à mener des politiques sociales plus généreuses au niveau de la Catalogne qui a été systématiquement entravée ces dernières années par l'État espagnol en les déclarant non conformes à la Constitution. Donc, alors, il mériterait d'être souligné aussi que les Catalans mènent un combat pacifique dans le cadre d'une stratégie de non-violence, ce qui distingue ce mouvement catalan d'autres mouvements. Un mot sur évidemment le rôle de l'Europe dans le conflit. Ce conflit, je disais déjà, l'Europe a un rôle important à jouer dans ce conflit, mais ses dirigeants devaient changer d'attitude, changer de cap et d'attitude, parce qu'au lieu de continuer faire la sourde oreille aux revendications légitimes des Catalans en matière d'autonomie, d'indépendance, de démocratie, l'Europe devrait entamer tout de suite un dialogue avec les élus catalans. Donc, elle devrait offrir ses bons services de médiateur entre l'Espagne et la Catalogne, dans le but de tenter de débloquer la situation politique actuelle, qui est complètement dans l'impasse, caractérisée par une sorte de guerre de position, pour utiliser le concept de Gramsci, et une situation de tutelle donc, qui est insupportable pour la population catalane, et surtout donc, pour tous ceux qui sont partisans d'une démocratie. Donc, parce que, bien, après la proclamation unilatérale de l'indépendance de la République catalane le 27 octobre 2017, le gouvernement de Rajoy, en violant le statut d'autonomie qui avait été accordé à la Catalogne, a mis le lendemain en application cet article 155. Il a mis la Catalogne sous tutelle en décidant d'administrer dorénavant lui-même cette région autonome à partir de Madrid. Préférant la matraque au butin de vote des Catalans, ce même gouvernement espagnol a sabordé l'idée même de démocratie. L'Europe devrait donc rappeler à Rajoy a la raison, le respect de ce principe démocratique les plus fondamentaux. Donc, mais ce qui n'a pas été fait, évidemment, la déclaration, Jean-Claude Juncker, etc.,
de correspondants dirigeants européens. On a vu donc qu'ils se sont solidarisés avec l'Espagne, ils ont adhéré à cette thèse, donc il n'y a qu'une seule Espagne, la zone de souveraineté, etc. Donc il y a donc malheureusement un refus des instances dirigeantes européennes de dialoguer, d'ouvrir un droit de dialogue avec les dirigeants catalans, alors que ceux-ci sont en exil en Belgique, tout près du siège du Parlement européen, donc de la Commission européenne. Mais évidemment, c'est une situation qui ne peut pas durer infiniment. Je suis personnellement convaincu qu'on devrait, que tôt ou tard, donc le moment viendra. Ça dépend évidemment de l'évolution du rapport de force, de beaucoup d'autres choses, mais évidemment, le moment viendra où l'Europe, il y a déjà évidemment le fait que plusieurs députés européens du Parlement de Strasbourg ont signé, n'est-ce pas, le signataire de l'appel de Nice. Donc évidemment, certains, donc il y a une petite évolution, oui. Je pense que si, évidemment, l'Europe a accepté finalement que le Kosovo albanais soit vraiment un État admis dans l'Union européenne comme un État indépendant, on doit refuser la même chose à la Catalogne, n'est-ce pas? Mais donc il y a à long terme, je suis convaincu évidemment qu'il n'y a aucune solution de ce conflit par la violence, donc il y a malgré cette fin de non-recevoir aux légitimes revendications du mouvement catalan par les représentants du gouvernement espagnol, à long terme, il n'y a que la possibilité de résoudre, tenter de résoudre le conflit par la voie de la négociation. Donc je suis profondément convaincu que c'est la seule possibilité de résoudre ce conflit. Or, évidemment, cette tutelle de la Catalogne a pris fin le 1er juin 2018 avec l'élection de Quim Torra, le 1er juin 2018, comme approche qui est l'approche de Carles Puigdemont comme nouveau président du gouvernement régional autonome de Barcelone. Mais 7 ministres de l'ancien gouvernement de Puigdemont sont toujours en prison. Ils sont transférés en été dernier à une prison près de Barcelone. C'est hélas la seule petite concession que le nouveau gouvernement espagnol, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, donc qui a succédé à Rajoy, suite à une motion de censure, seule transition qu'ils ont voulu faire. Et ces 9 accusés indépendantistes ils seront donc bientôt jugés dans le cadre d'un procès qui aura lieu dans ce mois de janvier 2019 à Madrid, où ils risquent une condamnation pour rébellion, sédition et détournement de fonds publics jusqu'à 30 ans de prison. C'est le procès de la honte, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se prépare. D'ici là, l'Europe continue à fermer les yeux, n'est-ce pas, c'est clairement neutre, en ne voulant pas s'immiscer dans les affaires. Je pense que c'est une position impossible, parce que finalement, c'est tout à fait contre aussi tous les principes du droit international, du droit européen. L'Espagne est en infraction du principe majeur, n'est-ce pas, non seulement de la déclaration des droits de l'homme de l'ONU, mais aussi le principe majeur démocratique de l'Union européenne. Donc il doit être rappelé à la raison. Donc il doit également, voilà, le sort de cette situation. Puigdemont et 4 de ses ministres de plus proches sont toujours en exil en Belgique. Ils ne peuvent pas retourner en Catalogne. D'autres membres de son ex-gouvernement séjournent en exil en Allemagne, en Suisse, en Écosse. Et on voit bien qu'avec tout cela, la démocratie en Espagne est en crise et est en danger. Elle est en crise essentiellement à cause du retour, sous l'ère du Partido Popular, d'une certaine forme de franquisme et de la continuité et de la présence dans les institutions et structures de l'État espagnol, dans l'armée, dans la police, surtout dans la justice et dans la magistrature. Donc, et au niveau institutionnel, le parlementaire, le catalanisme, les aspirations de ceux qui en Catalogne appuient ou sont proches des indépendantistes.
mais qui désirent le retour à la démocratie dans le cadre d'une autonomie élargie ou de l'indépendance, sont bloqués essentiellement à cause du fait que les trois partis espagnols les plus importants, le PP, le PSOE et le parti Ciudadanos, un parti du centre libéral, continuent d'opposer une fin de non-recevoir aux exigences des indépendantistes. Or, ces trois partis totalisent au Parlement, au Cortes de Madrid, 254 députés sur 350. Donc, le nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui avait réussi à renverser le gouvernement Rajoy par un vote de censure et de se faire élire à sa place comme Premier ministre et chef du gouvernement, semble d'apparence avoir une attitude plus conciliante, plus molle. Il s'est en effet exprimé pour le dialogue. Il a même rencontré personnellement le 1er juillet 2018, chose qui n'aurait jamais pu se produire sous le gouvernement de Rajoy, le nouveau chef du gouvernement catalan, Quim Torra. C'était un geste important, mais plutôt symbolique, car ce même Pedro Sánchez a organisé, vous le savez, le 21 décembre 2018, son conseil de ministres, ou pas à Madrid, mais à Barcelone, ce qui était ressenti par les Catalans comme une véritable provocation. Donc, et d'ailleurs, en octobre 2017, son parti, le PSOE, ne s'était pas opposé à l'application de l'article 155 pour destituer Carles Puigdemont de son gouvernement catalan. Mais officiellement, donc, il est toujours prêt au dialogue, c'est-à-dire à des entretiens de contact informels pour lesquels aucune date précise n'a encore été fixée, mais c'était donc l'annonce d'un dialogue par le nouveau chef socialiste du gouvernement espagnol, qui, en ce qui concerne la question catalane, est apparemment, comme on l'a vu, dans l'ambiguïté. Il est dans l'ambiguïté, mais il est évident que, vu l'échec cuisant de la politique de répression de Rajoy et des conservateurs espagnols face aux indépendantistes catalans, qui sont aussi sortis vainqueurs des élections régionales catalanes du 21 décembre 2017, en obtenant la majorité absolue des sièges avec 48% des voix, il est évident que seule la négociation et le dialogue peuvent faire avancer les choses et permettront probablement aussi de résistance passive. De toute façon, combinée avec négociation et dialogue, cette négociation, le dialogue peut faire avancer les choses et permettre de sortir de l'impasse actuelle, ce qui est aussi l'avis de la plupart des contributeurs d'articles publiés dans ce livre. Évidemment, ce n'est pas facile, mais c'est, je pense, le seul moyen pour un règlement pacifique à long terme de ce grave conflit entre l'Espagne et la Catalogne. Et bien sûr là, et je termine, la priorité des priorités maintenant, c'est évidemment la libération des prisonniers politiques. Voilà, maintenant je passe la parole à Jean-Félix Acquaviva, qui nous parlera des similitudes qu'il peut y avoir éventuellement entre ce qui se passe en Corse et ce qui se passe en Catalogne. Mais sur la Catalogne, il a aussi